Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 16 mars 2023. Ici Danick Julien et votre bulletin d'information communautaire Info, c'est JSR. Une nouvelle radio étudiante fait son apparition dans l'école secondaire de Donnacona. Nous avons un reportage. Vincent Caron, le député de Portneuf, devient adjoint gouvernemental pour épauler la ministre du Tourisme. Le fonds Alcoa pour les collectivités a annoncé ce mercredi de nouveaux partenaires. La Caisse Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a annoncé des aides financières ce mercredi. Et finalement, nous aurons avec nous en studio le député fédéral dans Portneuf conservateur, M. Joël Godin. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. C'est dans une salle comble à Cap Santé ce lundi que l'on a appris l'identité des deux nouveaux conseillers de Cap Santé après le départ de Josiane Trottier et de Martin Jacobs. Il va sans dire que le climat demeurait difficile à Cap Santé lors de la séance ordinaire du Conseil pour le mois de mars. Au district 1, Sylvain Bourgouin a remporté ses élections, tandis qu'au district 2, c'est Henry Johnson qui a été élu. Nous avons discuté avec les nouveaux élus pour en apprendre davantage à leur sujet. Voici un extrait. Mon nom est Sylvain Bourgouin. J'habite Cap-Santé depuis toujours. Je suis arrivé, j'avais 3 ans, j'en ai 59. Je suis arrivé à Cap-Santé, puis je me suis présenté parce que je voulais, et d'un, avoir un mot à dire dans ce qui se passe dans Cap-Santé. Il y a certaines choses que je ne suis pas d'accord, donc je veux regarder vraiment puis avoir un mot à dire. Donc c'est pour ça que je me suis présenté aux élections, puis que je suis bien content d'être là, puis je vais essayer de représenter les gens avec le plus de clarté puis le plus de transparence possible. Mon nom, c'est Henry Hanson. Je reste au 4 des Pometiers à Cap-Santé. Anciennement, je suis resté d'un rang dans le rang Saint-François-Ouest. J'étais un producteur agricole à la retraite. Il faut savoir qu'une période de recomptage est toujours allouée pour ces élections, alors que les conseillers seront présentés au public officiellement de Cap Santé lors de la séance du mois d'avril. On accueille maintenant en studio le député fédéral de Portneuf et Jacques-Cartier, M. Joël Godin, pour discuter de nombreux dossiers depuis le début de l'année 2023. M. Godin, bonjour. Bonjour, M. Julien. En premier lieu, je vais vous remercier de votre présence comme nouveau chef d'antenne et comme nouveau directeur général de CJSR. Merci de prendre en main ce média-là, qui est un média local. Et c'est le média local, je suis un grand défenseur du média local et soyez assurés que je vous offrirai ma collaboration.
Monsieur Godin, on a beaucoup de choses à se dire. On ne Oui. s'était pas parlé depuis... en fait, on ne s'est jamais parlé. C'est la Non. première fois là, Oui. depuis janvier, depuis que j'ai le poste. On vous a vu dans quelques événements, le Festival de la banquise récemment. Vous êtes promené. Selon vous, comment vont les activités là, en début 2023 dans Portneuf? Bon, en fait, je pense que la communauté se mobilise et est très active et je pense qu'on avait soif d'activité après ce qu'on a passé dans les 2 dernières années suivant la pandémie. Alors, je pense que les gens, les organismes se prennent en main pour être plus actifs et la population est au rendez-vous. Alors, on peut être fiers et c'est tout un rayonnement. Vous parlez de la banquise, mais on a découvert avec le préfet de la MRC et le député de Portneuf, M. Caron, une activité d'escalade sur glace à Pont-Rouge avec le maire de Pont-Rouge. Et je peux vous dire que j'ai été impressionné et c'est... on nous a dit que Pont-Rouge était un rendez-vous très recherché de la part des experts en escalade au niveau nord-américain. Alors, on a ça dans notre cours, on a découvert ça, nous, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans Portneuf-Jacques-Cartier, et je pense que la population doit être au rendez-vous. Et jusqu'à maintenant, elle l'est, et moi, je veux remercier les organismes parce que c'est à bout de bras qu'ils réussissent à tenir ces activités-là. Alors, je pense que c'est important de les soutenir. Évidemment, vous parlez du Festiglas, qui est un événement là, qui s'est très bien passé. Monsieur Godin, quels sont les sujets qui vous préoccupent dans Portneuf-Jacques-Cartier depuis le début de l'année? En fait, le dossier le plus important, et probablement que la population est un peu tannée d'en entendre parler, mais ça avance. Ce que je peux vous assurer, on est en lien avec le maire de Portneuf, avec le député de Portneuf, M. Caron, et le ministère des Transports. C'est la session du quai de Portneuf. Ça fait des années et des années qu'on en entend parler. Ça avance. J'ai vu des plans. Il y a des négociations avec le ministère des Transports. Nous, ce que l'on veut, c'est que ce ne soit pas un cadeau de grec pour la municipalité de Portneuf. Maintenant, on travaille pour trouver un terrain d'entente afin de faire les aménagements nécessaires pour mettre à niveau le quai de Portneuf en respect de l'environnement. Maintenant, il y a toujours une facture à payer. Il faut répartir le coût. Et je pense que ce n'est pas à la population de Portneuf et la population de Portneuf, la MRC de Portneuf, à assumer ces coûts-là. C'est le ministère, c'est le gouvernement fédéral. Et on est en discussion avec le ministère présentement, très étroitement avec le maire de Portneuf, M. Alain, et moi avec le ministre des Transports à Ottawa. Parce qu'on le sait, le quai de Portneuf peut emmener quand même un beau projet touristique là, pour, oui, la ville de Portneuf, mais la région en général aussi. En fait, il faut le voir que c'est une installation régionale et c'est un rayonnement qui va permettre à toutes les municipalités. Je disais même, Saint-Casimir peut profiter de cette infrastructure-là qui est unique au Canada. C'est le plus long quai en eau profonde au Canada et c'est dans notre cours. Il faut le protéger. Et je disais, Saint-Casimir peut en profiter. La vallée Bras-du-Nord peut en profiter parce qu'on peut créer des mini-navettes régionales et permettre l'accessibilité. Et je pense qu'on devra développer des infrastructures, mais c'est un véhicule très important pour la région de Portneuf. Et touristiquement parlant, je pense que c'est un outil. Et la MRC a manifesté tout son support au niveau des démarches qui sont prises par le maire de Portneuf. Monsieur Godin, vous avez aussi des obligations au niveau, j'ai envie de dire, national. Vous êtes vice-président sur le comité permanent des langues officielles. Est-ce que présentement, en 2023, la langue française est sur le même pied d'égalité vis-à-vis la langue anglaise? Moi, je vous dirais non. Et c'est pour ça qu'on travaille très fort pour moderniser la loi qui a été écrite en 1969. Et je pense qu'on a fait un constat, nous, au Parti conservateur, on a demandé un débat d'urgence en 2019 pour justement concrétiser le fait qu'il y a un déclin du français au Canada, mais aussi au Québec, et c'est le berceau de la langue française en Amérique du Nord, le Québec. Alors, il faut renforcer, et c'est pour ça qu'on travaille de façon très acharnée pour faire en sorte que la nouvelle loi ait plus de mordant. Et ce que je dis à la blague souvent, mettons pas des dents de lait, mettons des dents d'adulte avec plus de mordant pour avoir un effet directement sur le fait d'arrêter le déclin du français ici au Québec et au Canada, et par la suite de construire pour protéger et promouvoir. Et je travaille beaucoup à l'international également pour justement faire valoir le fait français. Et c'est une réalité, le déclin du français est partout. On parle de l'Afrique qui est un pôle très
émergent en termes de francophonie. Il faut l'entretenir, il faut inciter. Et le problème, c'est la technologie, c'est toute la toile, comme on peut dire. Une uniformation. Oui. Oui, OK. Alors, c'est un élément qu'il faut considérer. Mais au lieu de le voir comme un adversaire, je pense qu'il faut voir la situation et construire positivement pour faire en sorte de faire rayonner le fait français. Je vous dirais 80% des citoyens canadiens tiennent à leur Canada bilingue. Et là, quand je dis bilingue, je dis bien anglais-français, parce que le gouvernement actuel a nommé une gouverneure générale qui est bilingue, mais qui ne parle pas français. Alors, c'est un symbole qui est bien important. Je pense qu'on fait un faux pas. Et je vous dirais qu'on l'a vu au quotidien à Ottawa. Ce gouvernement-là semble vouloir avoir de bonnes positions publiques, mais les intentions et la volonté n'est pas là. Alors, au niveau du projet de loi de la modernisation de la loi des langues officielles, bien, c'est un élément qui est bien important et on y travaille de façon acharnée. Et je vous dirais qu'on est en train on est en train d'étudier le projet de loi clause, article par article, et on est sur la fin de cette période-là. Par la suite, c'est tout le processus de retourner à la Chambre des communes, le vote après le dépôt du rapport de comité, le troisième vote, et après en troisième lecture. Et après ça, on s'en va au Sénat. Alors, c'est tout un processus, mais je vous dirais qu'on est dans la bonne voie. Et il y a une belle collaboration avec les gens du Bloc québécois, avec les gens du NPD, et même certains députés libéraux. Mais vous avez probablement vu sur la place publique le déchirement entre les deux groupes en opposition à l'intérieur du Parti libéral du Canada. Certains qui protègent le fait français et les francophiles, et d'autres qui, même dans la région de Montréal, se sont asticotés et ont provoqué des réactions de part et d'autre. Là. Et ça démontre que ce parti-là n'est pas uni pour défendre le fait français, ce qui est tout le contraire chez nous, au Parti conservateur du Canada. De ce que je comprends de ce que vous me dites, M. Godin, est-ce que le gouvernement actuel assume réellement ses responsabilités en matière de protection de la langue française? J'adore votre question. Je vous répondrai très simplement non. Maintenant, il faut mettre une loi pour faire en sorte que l'on puisse pouvoir imposer dans chacun des ministères. Moi, j'ai déposé, entre autres, un amendement concernant le fait qu'au lieu d'avoir 4 têtes, c'est-à-dire le ministre de la Justice, le ministre des langues officielles, le ministre du patrimoine canadien et le ministre qui est président ou présidente du Conseil du Trésor, au lieu d'en mettre 4, qui fait en sorte que c'est la meilleure façon de dire « Ah, c'est pas dans ma cour et ça tombe entre deux et ça se règle pas, ça avance pas ». Moi, j'ai déposé un amendement et j'ai réussi à convaincre un député libéral. J'avais l'appui du Bloc québécois, j'avais l'appui du NPD. Alors, cet amendement-là dit que dans le projet de loi, le nouveau projet de loi, on va pouvoir imposer en donnant plein pouvoir au Conseil du Trésor. Il y a 3 instances au gouvernement fédéral qui peuvent redescendre dans chacun des ministères. Le Conseil privé, c'est-à-dire le ministère du Premier ministre, le ministère des Finances et le Conseil du Trésor. On a choisi le Conseil du Trésor. Alors, c'est le Conseil du Trésor qui devrait être maître d'œuvre de l'application de la loi des langues officielles. Ça, c'est dans l'amendement du projet de loi qui est en étude en comité. Là, il faut voir si les libéraux ne vont pas amender à la Chambre des communes cet amendement-là. Mais jusqu'à maintenant, il est inscrit dans le projet de loi qu'on va déposer à la Chambre et on verra par la suite, mais on va se battre pour ça. Donc, si le projet fait tout le processus, là, cet amendement-là serait justement appliqué? Il y a toujours des possibilités que le gouvernement actuel change l'amendement, corrige par un autre amendement. Et là, à ce moment-là, ça va encore une fois démontrer la volonté de ce gouvernement-là qui n'ont pas la sensibilité et le goût de protéger la langue française au Canada. Monsieur Godin, en terminant notre entrevue, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire là, aux gens de Portneuf et même de Jacques-Cartier qui nous écoutent? Absolument. Bien, en fait, il faut comprendre que la semaine prochaine, c'est le président Joe Biden qui sera à la Chambre des communes, mais la semaine d'après, c'est annoncé par la ministre des Finances, il y aura le budget. Et nous, ce que l'on veut, c'est que ça coûte moins cher pour les citoyens. On le voit présentement, on parle à tous les gens qu'on côtoie, le coût de la vie est astronomique. Il faut donner un peu d'oxygène à nos citoyens. Alors, ce qu'on attend du prochain budget, c'est que l'on puisse réduire les taxes et les impôts et permettre de valoriser le travail auprès des citoyens pour leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie dans un contexte pas facile. Alors, on va rester à l'affût du prochain budget. Monsieur Godin, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, M. Julien.
On poursuit maintenant dans votre bulletin d'information. Le 6 mars dernier débutait un nouveau chantier à Pont-Rouge pour la nouvelle garderie Les Matelots, alors que les copropriétaires Jacques et Guillaume Jobin, que vous allez voir à l'écran dans les prochaines secondes, étaient sur place pour la première pelletée de terre. Ceci, ce sont des archives. Le maire Mario Dupont et le député Vincent Caron étaient également présents pour souligner cet événement symbolique qui constitue une excellente nouvelle pour les citoyens. Il faut aussi dire que ce seront 100 places en service de garde qui vont apparaître à Pont-Rouge, donc 20 places supplémentaires depuis la présentation du projet qui avait été fait en 2022. Avec son ouverture prévue en septembre, les nouveaux locaux de la garderie Les Matelots de Pont-Rouge ont été pensés par et pour les éducatrices. En effet, les employés du groupe ont été à l'œuvre à Saint-Raymond et ont même participé à la conception du plan pour les nouveaux locaux. RadioJeunesse.ca maintenant, on se dirige du côté de Donnacona parce que Radio Jeunesse s'occupe au Québec de la mise en place de nouvelles radios étudiantes diffusées sur le web dans les écoles secondaires de la province. C'est ce mardi 14 mars que l'école secondaire de Donnacona inaugurait ESDO Radio avec une première émission. Voici notre reportage. Yo la gang, bienvenue à la première émission de ESDO Radio. Je pense que pour ça, ça mérite quand même une main d'applaudissement. C'est pas rien. C'est ce mardi 14 mars dernier qu'a eu lieu le lancement officiel de ESDO Radio, la nouvelle radio web de l'école secondaire de Donnacona, propulsée par radiojeunesse.ca. C'est après avoir reçu une invitation de la part de Radio Jeunesse que Gabrielle Delisle, la technicienne en loisirs de l'école secondaire de Donnacona, a mis en marche le projet qui a attiré 11 jeunes, dont la plupart proviennent du niveau de secondaire 1. Salut Gabrielle, comment ça va? Allô? Hey, j'aurais quelques questions pour toi. Oui, vas-y. Parce qu'on sait quand même beaucoup de choses sur toi, mais il manque quelques infos. En fait, pourquoi toi t'as décidé de t'occuper de la vie étudiante? 2 émissions distinctes seront présentées chaque semaine jusqu'à la fin de l'année scolaire. Voici l'étudiante Daphné Lachance qui présente cette nouvelle grille horaire. Le mercredi, nous aurons une émission de la matinée endiablée. La matinée endiablée seront 2 équipes qui réaliseront cette émission en alternance une semaine sur 2. Premièrement, il y aura la gang à Rose qui feront des émissions avec des chroniques de voyage, d'environnement, de jeux et d'invités. La gang à Zoé, quant à eux, parleront de sport. On pourra écouter la mission de la matinée endiablée le mercredi de 8h15 à 8h45 et les rediffusions le samedi dimanche à 10h jusqu'à 10h30. Pour la playlist, on pourra les écouter le jeudi à 8h15 à 8h45. La playlist est une émission musicale avec Léane et Megan. Les rediffusions seront le vendredi et le lundi à 16h15 jusqu'à 16h45. Pour nous écouter, vous pouvez aller sur la radiojeunesse.ca sous l'onglet Radio Web puis sélectionner l'école secondaire de Donnacona. Bonne écoute! La radio a été conçue de toutes pièces par les étudiants qui ont trouvé le nom, mais également le logo, avec l'aide de l'équipe de Radio Jeunesse. Jérémy Garcia nous le présente. On va commencer par les cornes. Donc, les cornes sont signe du diable, donc le logo de l'école. Le casque et le micro, c'est pour signifier la radio. C'est notre radio, c'est la radio web, donc le micro et le casque. ESDO, eh bien, c'est nous autres, c'est École secondaire de Donnacona. Et puis voilà, Donnacona, c'est le D en rouge dans le micro. Voici. Merci! Les équipements permettant la radiodiffusion, comme les micros par exemple, ont été fournis par radiojeunesse.ca qui souhaite permettre aux étudiants et étudiantes de faire entendre leur voix. Le projet a débuté à Gatineau et au fil des ans a permis à plusieurs autres radios de débuter leur activité partout au Québec. Voici Nathalie Bernard de Radio Jeunesse à ce sujet. Radio Jeunesse a sa propre antenne à Gatineau, Ottawa, et ce projet de radio web a permis d'ouvrir 14 radios à travers le Québec, ce qui fait que chaque mois, les jeunes vont se rencontrer pour faire une grande émission commune, rencontrer les personnalités, les artistes qu'ils désirent. Et ici, à Donnacona, ils sont uniques, là, ils commencent, donc c'est vraiment le début d'un grand projet. Pour Mme Bernard, les radios étudiantes aident à la relève dans le monde radiophonique. La voici à nouveau. Oui, parce que la radio sera toujours la radio. La radio, c'est simple, c'est accessible, c'est facile. On peut faire de la radio en 30 secondes, en direct,
dans une station et c'est possible. Et la relève était moins présente. Et à Radio Jeunesse, on les débute à 10 ans. Là. Donc, à 9, 10, 11, 12, 13, ils font des camps de jour, ils font des camps d'été, ils font des semaines de relâche. On donne la formation, on les met beaucoup dans des contextes très ludiques et éducatifs. Donc, ils apprennent tout bonnement, ce qui fait que plusieurs de ces jeunes-là qui sont aujourd'hui dans les médias, déjà à 11-12 ans, ils avaient rencontré plein de vedettes, ils avaient rencontré le premier ministre, des députés. Donc, pour eux, c'est un beau bagage. Chaque année, de nouveaux étudiants pourront embarquer dans le projet de la radio SDO. C'était Danick Julien pour CJSR. Au retour de la pause, on parle des conseils municipaux qui se sont déroulés dans la région de Portneuf lors de la dernière semaine. Hey, j'ai trouvé ça à SAQ. Cidre de pomme fait par des bleuets. Ça, c'est Keb, là. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement cultivés ici d'origine Québec. SAQ, le goût de partager. Qu'est-ce que t'as fait à l'école aujourd'hui? Moi, j'ai fait beaucoup d'observations. Moi, j'ai fait aimer les maths, je pense. Moi, j'ai fait ma fameuse lasagne. Merci. Avec du rutabaga. Moi, j'ai fait du bien. Aujourd'hui, j'ai fait la découverte d'un futur mécanicien. Nathan, ta journée? C'était bien, pour vrai. Lors du conseil municipal de Saint-Raymond-de-Portneuf, le maire Claude Duplain a pris un moment pour sensibiliser la population quant à la recrudescence du vandalisme dans cette partie de l'année. Il a donné un exemple d'ailleurs, c'est l'exemple des sculptures de glace qui ont été construites il y a quelques semaines dans le centre-ville. Le voici à ce sujet. Vous avez pu admirer les sculptures qui ont été réalisées lors de l'événement Viens jouer dehors. Les sculptures en glace étaient très impressionnantes. Malheureusement, ce ne sont pas nécessairement la température plus douce qui les ont fait disparaître, ce sont plutôt les actes de vandalisme qui les ont détruits. Il est extrêmement déplorable de voir des aménagements défaits par le simple plaisir de détruire. Le vandalisme, un acte gratuit qui ne donne rien, mis à part de détruire ou d'endommager les biens publics. Le printemps est bientôt là et je porte à votre attention le fait que les actes de vandalisme augmentent pendant cette période à Saint-Raymond. La Ville demande la collaboration de la population. Toute personne qui aurait connaissance de méfaits sont priées d'en faire part à la Ville de Saint-Raymond. Le maire avise que la Sûreté du Québec sera davantage présente pour surveiller le vandalisme lors des prochaines semaines. Toujours dans les conseils municipaux, mais maintenant à Sainte-Catherine, on apprenait cette semaine que la municipalité cherchait à autoriser les bâtiments de type roulotte ou même de type maison mobile dans les zones agricoles. Le but de la démarche, c'est d'aider les travailleurs agricoles à être logés pour favoriser le développement de ce type d'entreprise dans le territoire de Sainte-Catherine. À l'heure actuelle, à Sainte-Catherine, l'implantation de roulottes ou maisons mobiles est interdite en zone agricole. La Ville croit que les autorisés permettraient à la main-d'œuvre d'avoir accès à des logements selon des prix plus raisonnables. C'est pourquoi à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, on demande à la MRC de la Jacques-Cartier d'apporter des modifications à son schéma d'aménagement afin d'autoriser ces types de bâtiments dans les zones agricoles. Toujours du côté de cette municipalité, la Ville a embauché une préposée au comptoir de prêt à la bibliothèque Anne Hébert en raison d'un manque de bénévoles. Selon la conseillère Josée Lampron, depuis la COVID-19, il est compliqué de recruter de nouveaux bénévoles. De plus, lors des derniers mois, la responsable de la bibliothèque a dû effectuer de fréquents remplacements au comptoir pour combler le manque de bénévoles. C'est pourquoi Sainte-Catherine a jugé nécessaire d'embaucher une nouvelle préposée qui va travailler au comptoir de prêt 15 heures par semaine.
Ce mercredi 15 mars avait lieu le dévoilement des entités qui ont reçu de l'aide de la part de la Caisse de Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine. Aubert Tremblay était sur place et voici une présentation des projets ayant obtenu financement. Vous savez que depuis maintenant 3 ans, on a inauguré la salle de spectacle La Chapelle du Lac à l'été 2021, pendant la pandémie. Cette année, pour ceux qui veulent avoir le petit dépliant, on a 11 spectacles à la programmation, 2 concerts classiques. Il y a quelques années, il y a 2 ans, il y a eu une redéfinition de la politique culturelle de la MRC. Et d'après un sondage qui avait été réalisé auprès de la population, une salle de spectacle dans la région arrivait comme 2e choix de la population. Parce que les gens consomment, en fait, à Québec, descendent à Québec. Alors, le fait de pouvoir consommer dans leur région, c'est un plus. Alors, on a fait une demande au Fonds d'aide pour vraiment avoir un équipement qui réponde aux professionnels, qui répond vraiment aux besoins des artistes. C'est en 2017 que la Ville a pris possession ou a acheté du diocèse de la Chapelle de Lac-Sergent, qui était dans un état que je vous dirais là, était belle, là, mais il fallait s'en occuper, elle manquait d'amour, puis tout le secteur manquait d'amour. Ce qu'on a fait, on a travaillé au niveau de la Ville avec les citoyens du secteur. On a mis en place un comité pour développer, dire qu'est-ce qu'on fait avec le secteur. Le Lac-Sergent est reconnu pour une place sportive. On a beaucoup de kayak et les activités sportives, c'est là, mais tout le volet artistique, le volet communautaire était un peu manquant durant l'été. Fait que la chapelle, on la transforme en centre multifonction, utilisé pour une partie qui va devenir des locaux aménagés pour les gens qui veulent faire des cours l'été, des volets artistiques et autres. C'est un volet 3 saisons. Et la place centrale, on la transforme pour, elle, lui donner un essor au niveau des expositions, le spectacle et aussi permettre aux gens de faire des rencontres communautaires. Fait qu'on retravaille l'intérieur. C'est quand vous voyez l'été, là, les jeunes qui tondent la pelouse, qui font des petits menus travaux, peinture, les clôtures, c'est pas juste ça, les siècles, c'est ça, mais c'est pas juste ça, c'est au-delà de ça. Parce que les jeunes, ils font pas juste des travaux, ils apprennent à créer une coopérative, pas n'importe quelle coopérative, ils apprennent à créer une coopérative de solidarité. Donc, ils se mettent en gang, ils décident les salaires, ils décident, on leur a donné des formations sur l'équité salariale, entre autres, et ils apprennent à prendre des décisions en groupe, en coopérative. Et le modèle coopératif est fantastique pour apprendre l'entrepreneuriat. Et après ça, quand on les voit là, 5 ans, 10 ans plus tard, ils nous en reparlent, puis ça a vraiment changé leur perception de la solidarité, puis la perception d'entrepreneuriat. Puis des fois, ça leur apporte même dans d'autres aspects de leur vie. Nous aussi, on profite beaucoup depuis longtemps, je pense, des ristournes sociales de la Caisse populaire. Puis je pense qu'effectivement, c'est une bonne façon d'investir dans la communauté parce que je pense que c'est une richesse incommensurable pour une société d'avoir une télévision locale et de résister à la monréalisation de l'information au Québec. C'est ça. Donc, cette année, nous, on investit dans la jeunesse, si je peux dire, parce que vous savez que Michel Beausoleil a pris sa retraite. C'est plus lui qui fait le bulletin de nouvelles. On a un jeune qui est né à Saint-Léonard, puis il s'appelle Danick Julien. Il était à Latuc, le pauvre, isolé à Latuc. Puis là, quand on lui a dit qu'on avait un poste ici pour remplacer le chef d'antenne, il a sauté tout de suite sur l'occasion. Fait que maintenant, on a un jeune qui s'occupe des nouvelles ici dans la région de Portneuf, et ça, c'est formidable. Le goulot d'étranglement de la télévision, c'est pas le tournage. Le tournage, c'est rien, ça. C'est le montage. C'est ça qui prend du temps. Fait que là, on l'équipe d'un ordinateur pour faire ses montages, parce qu'à chaque semaine, il doit faire des montages pour l'info CJSR. Donc, le but de notre projet, c'est que là, maintenant, même après 4 ans, depuis 2019, nos locaux sont utilisés à pleine capacité. On a présentement 8 médecins, 2 IPS-PL, qu'on appelle aussi des super infirmiers. On a aussi 2 infirmières cliniciennes qui sont à temps plein à la clinique. Donc, nos locaux sont à pleine capacité et pour rester attractifs, on avait besoin d'agrandir, à faire des nouvelles salles et les salles doivent être équipées de tout l'équipement de base. Donc, au total, on va avoir 13 salles d'examen ainsi qu'un bureau administratif et tout équipé pour pouvoir accueillir des nouveaux professionnels qui veulent venir pratiquer dans la région. Les salles sont en construction présentement, donc on les espère pour le début de l'été. Et avec ça, on a l'arrivée d'une 3e IPS-PL à la fin avril
Et puis, bien, on travaille fort sur le recrutement là, pour des nouveaux médecins dans la région, là, dépendamment des postes que le gouvernement octroie dans la région. Donc, on remercie beaucoup Desjardins pour cette généreuse somme. Ça fait plaisir. Merci. Demain, vendredi, le 17 mars 2023, il va y avoir le déjeuner des gens d'affaires de Donnacona qui rassemblerait approximativement 180 personnes. La ville de Donnacona maintient que de belles annonces pour l'année à venir seront dévoilées. Il va aussi y avoir un moment pour montrer les bons coups de l'année précédente. Le déjeuner se fait entre 7h et 9h30 et il était nécessaire de réserver sa place à l'avance pour pouvoir y participer. Parlons maintenant du fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables, car ce fonds a fait une annonce ce mercredi pour les partenariats. Charles Laviolette était sur place. On écoute son reportage. Depuis 2019, le fonds AGCOA pour les collectivités durables a appuyé 5 projets issus du milieu. Le Festival de la banquise de Portneuf, le pôle gourmand de Deschambault-Grondines, le développement des serres maraîchères solidaires, le projet Zone Fleuve de réaménagement riverain au Quai de Grondines, ainsi que le projet Citoyens en action pour la protection de l'eau et des écosystèmes, se sont partagés 700 000 $. C'est le 26 mars que les citoyens pourront émettre leur opinion lors d'une rencontre au Centre des Roches de Grondines. On écoute Mathilde Vallée du projet Zone Fleuve de Grondines et Guillaume Delaire du comité ZIP les deux rives nous présenter leur projet. Le projet de Zone Fleuve Grondines, c'est un projet qui a été imaginé par les citoyens et qui va être réalisé avec les citoyens. En fait, c'est vraiment un projet où le citoyen y est au cœur pour la construction. On s'attaque à 3 sites là, quand même assez importants. Donc, on a le sentier de la fabrique. Ensuite de ça, on a tout le secteur du quai aussi. Aussi, on a des vestiges d'anciennes, donc l'ancienne église et l'ancien presbytère sont vraiment au bout du sentier. Ils ont été inondés par le fleuve durant des nombreuses inondations avant qu'ils fassent le drainage. Donc, on a ces vestiges-là qu'on veut mettre en valeur parce que c'est l'histoire locale. C'est vraiment un projet qui va structurer la communauté, qui est déjà bien avancé, mais qui va permettre à tout le monde de trouver sa part. Donc, faire un équilibre aussi entre le tourisme qui va être important, mais aussi le citoyen qui va être là pour profiter des lieux et qui va vouloir l'investir. Je m'appelle Guillaume Delaire, je suis coordinateur de projet au comité ZIP les deux rives et j'aurais besoin aujourd'hui des citoyens de Deschambault et de Portneuf pour un nouveau projet qu'on met en place cette année et l'année prochaine. C'est un projet de sciences citoyennes. On a besoin de participants qui sont intéressés au milieu naturel, à la qualité de l'eau. On va parcourir le territoire avec eux, puis on va faire de l'échantillonnage de la qualité de l'eau, on va faire des pêches à la Seine pour voir quelles espèces de poissons on peut trouver, on va caractériser les milieux naturels pour voir quels sont les milieux naturels qui sont importants sur le territoire, et aussi on va regarder les plantes exotiques envahissantes. Bref, si vous voulez avoir des informations sur votre territoire, sur la qualité de l'eau et des écosystèmes, venez nous voir, contactez-nous et puis vous pourrez embarquer dans notre nouveau projet. Le prochain gros événement qui s'en vient pour le Fonds des collectivités durables, c'est la participation citoyenne au forum qui a lieu le 26 mars au Centre des Roches à Grondines, tout juste à côté de l'église. Fait que c'est vraiment important. Ce qu'on veut, en fait, c'est une participation citoyenne optimale, que les gens viennent s'asseoir autour de la table. On aura 8 beaux projets qui ont été priorisés justement par d'autres citoyens. Puis là, ce qu'on veut, c'est bâtir, co-construire ensemble. C'est-à-dire qu'on collabore, puis plus on a de personnes, mais plus on a des idées, plus le projet est meilleur, plus il y a des chances de se réaliser. Les gens de Portneuf et Deschambault-Grondines devraient être concernés encore plus parce que le fonds vise vraiment à investir dans leur communauté. On invite tous les gens de Portneuf, mais ces gens-là en particulier, c'est là que les projets vont prendre forme, vont être implantés. Ce fonds est dédié là pour ces deux communautés, ça fait qu'on les invite particulièrement à venir participer, à venir bonifier les idées qui ont déjà été soumises pour les rendre encore plus attrayantes à leurs yeux pour que, ultimement, leur communauté soit vraiment sur la coche, comme on dit.
À Saint-Raymond, le 25 mars prochain, il va y avoir le spectacle du club de patinage artistique de Saint-Raymond directement à l'aréna. Le coût d'entrée à la porte est d'une contribution volontaire et l'ouverture des portes va se faire à 18h30. Le thème de cette année est Vegas sur glace. Et comme artiste invité, il va y avoir Étienne Lacasse ainsi que la troupe Évolution Adulte 1. Le spectacle débute à 19h. La semaine suivante, toujours à Saint-Raymond, à la place de l'église, il va y avoir la fête au sucre des Jardins entre 11h et 16h30. Et 16h, pardon. 3 érablières seront sur place, dont l'érablière La Cabane Festive, l'érablière Paquette et Fils, ainsi que l'érablière Vallée Bras du Nord. Comme activité proposée, il y en a plusieurs, comme des structures gonflables, un mur d'escalade, le carrousel poney, des manèges pour les enfants de 2 à 6 ans, des jeux avec popcorn et j'en passe. Maintenant, parlons des finales régionales qui arrivent à grands pas pour secondaire en spectacle cette année. Alors que du 29 au 31 mars prochain, une centaine de jeunes artistes vont aller sur les planches de la salle Sylvain Lelièvre du cégep de Limoilou. Les jeunes artistes vont se livrer sur scène afin d'obtenir une place privilégiée à l'ultime étape de secondaire en spectacle, le rendez-vous pan-québécois. C'est le vendredi 31 mars que les artistes sélectionnés par l'école secondaire Louis Jobin vont pouvoir performer et même essayer d'avancer dans l'événement. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a annoncé au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, une aide financière de 550 000 $ pour l'aide au fonctionnement des institutions muséales dans Portneuf. Voici le reportage de Charles Laviolette. Deux institutions muséales de Portneuf se partagent plus d'1 demi-million de dollars pour la diversification de leurs activités éducatives et la mise en valeur de leurs collections. L'aide financière a été octroyée par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide au financement des institutions muséales. Alors que Culture et patrimoine Deschambault-Grondines a, depuis le mois de janvier, une nouvelle directrice, la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge fête cette année ses 50 ans d'existence. La Corporation des lieux historiques célèbre ses 50 ans cette année et c'était les débuts de la corporation, c'était une initiative de citoyens engagés qui ont premièrement voulu préserver le moulin Marcoux et ensuite, là, au fil des années, la Maison des Ries, qui est le site du deuxième pont à péage au Canada. Alors, c'est essentiel dans nos communautés d'avoir ces organisations-là qui tiennent pour beaucoup, faut-il le rappeler, à du travail de bénévoles engagés, impliqués dans leur milieu, des citoyens engagés dans leur milieu. Puis ça, c'est hyper important. Parce qu'autant dans le cas du site de pêche des Ries que le Vieux-Presteur ou non de la Charretière, on a ici des cas de figure de bâtiments qui sont bien implantés dans leur milieu. Et la population s'est appropriée ces lieux-là. Alors c'est sûr que c'est très varié la culture. Hein? Il y a des choses qui conviennent à certaines personnes, mais qui ne conviennent pas à d'autres. Mais on y trouve son compte forcément au bout d'un moment. Moi, ce que j'aime ici, c'est que souvent, c'est, tu sais, quand on parle de la Biennale du lin, là, c'est aussi lié à notre histoire. Donc ici, dans Portneuf, on fait vivre la culture, mais vivre une culture qui est liée à l'histoire de Portneuf. Je m'appelle Éliane Trottier, je suis directrice générale de Culture et patrimoine Deschambault-Grondines depuis le 1er janvier. Mais en fait, là, je suis en fonction dans l'organisme depuis la mi-juillet de 2022. Le soutien au fonctionnement qu'on reçoit du ministère de la Culture, il est vraiment précieux. D'abord parce que ça nous permet de nous projeter sur 3 ans. Ce sont des ententes triennales, donc ça, c'est vraiment facilitant pour pérenniser les organisations. C'est aussi une aide qui vraiment consolide une équipe. C'est l'aide qui permet de faire face aux différents défis qu'on ne peut pas toujours planifier. Par exemple, une pandémie, c'est quelque chose d'assez imprévu dans la vie d'un organisme, mais le fait d'être soutenu au fonctionnement, puis de savoir aussi qu'il y a des gens qui sont professionnels et consciencieux, qui croient en notre mission, ça fait toute la différence là, pour regarder vers l'avenir.
C'est sûr que la culture, c'est quelque chose qui est super diversifié, puis on retrouve de tout en culture. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un puisse dire non, il n'y a rien en culture qui m'intéresse. Quiconque que je connais écoute de la musique, ne serait-ce que ça. Au niveau des organismes, c'est sûr qu'on a des missions qui se spécialisent sur certains axes d'intervention, comme par exemple pour Culture et patrimoine Deschambault-Grondines, on a une mission muséale qui s'articule autour de bâtiments patrimoniaux dans lesquels on présente des arts. Donc ça, c'est une spécialité que d'autres peuvent avoir une spécialité très différente. Puis le public a le loisir, c'est ce qui est le fun du Québec avec l'offre culturelle qu'on connaît, de choisir ou de s'approprier des éléments de la culture qui lui plaît le plus. Au niveau du patrimoine et de la langue aussi, je dirais, souvent j'ai tendance à dire que ce sont les éléments de notre culture ou de l'identité québécoise qui sont les plus tangibles. Donc c'est très visible ou audible. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à préserver puis à mettre en valeur. Ça facilite la compréhension de qui on est essentiellement. Au retour de la pause, une entrevue avec le député de Portneuf, Vincent Caron. Incontournable, indispensable, inestimable. La formation professionnelle, ça vaut de l'or. Un gin aux accents du Sud distillé sur la Côte-Nord. C'est donc ben exotique. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement distillés et préparés au Québec. SAQ, le goût de partager. Travaillerais-tu plus pour elle? Ou pour elle? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance. Et découvre un métier qui fait grandir. Le gouvernement Legault a attitré le député de Portneuf, Vincent Caron, au poste d'adjoint gouvernemental au tourisme un peu plus tôt cette semaine. De ce fait, M. Caron va épauler la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, pour tout ce qui touche la région de la capitale nationale. Afin de comprendre ce que cela implique pour notre député, nous l'avons eu en entrevue un peu plus tôt aujourd'hui. Voici l'entrevue. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et vous? Ben oui, ça va bien. Écoutez, j'étais déjà bien occupé, mais le Premier ministre en a rajouté une petite couche, mais ça me fait grand plaisir, parce que c'est dans mes cordes. Monsieur Caron, on veut savoir qu'est-ce que ça signifie être adjoint gouvernemental au tourisme? Et en fait, c'est assister la ministre dans son rôle de ministre du Tourisme. Moi, je me suis vu attitrer une responsabilité qui est vraiment très focus capitale nationale. Donc, le Premier ministre m'a rappelé que la capitale nationale, ça englobait finalement Portneuf, ville de Québec, bien entendu, les alentours, et jusqu'à Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Donc, c'est un vaste territoire. Il m'a dit, je ne te mets pas juste responsable de ce dossier-là pour Portneuf, donc il faut que je puisse avoir une vision d'ensemble de tout ça. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'entamer une réflexion parce que le Premier ministre est ambitieux. Il voudrait qu'on augmente de plus de 35% l'affluence touristique dans la capitale nationale d'ici 2040. Donc, c'est quand même un gros défi à relever. Donc là, j'entame une rencontre de l'ensemble des partenaires, de toutes celles et ceux qui s'impliquent dans le milieu touristique, dans toute la capitale nationale, pour aller identifier exactement quelles sont les pistes qu'eux pourraient m'être proposées finalement. On va analyser tout ça avec le temps, voir la faisabilité, et puis après, bien mettre en place un plan qui devrait entrer en fonction d'ici l'hiver 2025. Donc c'est vraiment faire un état de situation. Il y a déjà de beaux événements qui existent. Il y en a d'autres qu'il faut propulser un petit peu plus. Il y en a d'autres qu'il faut propulser beaucoup plus. Et M. Legault veut aussi que Québec soit vraiment la destination numéro 1 en Amérique du Nord durant l'hiver. On a beaucoup d'attraits. C'est sûr que nous, dans Portneuf, on a
un vaste territoire qui mérite d'être beaucoup plus connu finalement par la clientèle internationale. Donc, je vais travailler là-dessus. Et puis, il y a un enjeu qui est essentiel et important, c'est que notre clientèle internationale qui vient essentiellement de l'Europe et des États-Unis, une fois qu'elle arrive à Québec, bien souvent, elle se dirige vers la ville de Québec. Mon rôle, ça va être d'essayer de trouver les moyens de les rediriger finalement à la fois vers Charlevoix-Côte-de-Beaupré et Portneuf pour que ce soit vraiment toute la région de la capitale nationale qui en bénéficie. Pour arriver à ces objectifs-là, est-ce que vous avez dit on doit parler avec les intervenants, donc vous allez parler avec les gens de Côte-de-Beaupré, de Charlevoix pour y arriver? Oui, absolument. Alors il y a dans tout ça, au-delà de ça, il y a le Carnaval de Québec, il y a le Festival d'été de Québec, les grands événements, ceux qui drainent déjà beaucoup de spectateurs. On va les aider à en drainer encore plus, mais on va surtout accompagner les organisations qui méritent d'obtenir plus de soutien pour aller plus loin et propulser finalement à la fois notre nature, mais à la fois le caractère humain de la capitale nationale. On est accueillant, eh bien il faut le montrer, il faut le démontrer, et puis s'assurer que tout ça, se manifeste par beaucoup plus un taux de fréquentation qui soit plus important dans nos hôtels, que nos restaurants aillent mieux. Bref, c'est toute une économie forte, mais on sait que déjà, la ville de Québec et la capitale nationale est un aimant important sur la scène internationale. La réputation n'est plus à faire, mais il faut encore consolider ça pour que ce soit le plus attrayant possible. Pour vous, M. Caron, en novembre dernier, après les élections, vous aviez reçu la fonction de vice-président de la Commission de l'administration publique. Est-ce que cela, ça s'applique toujours, là, en plus de ce nouveau mandat-là? Oui, c'est une fonction qui s'ajoute finalement, et je suis toujours donc vice-président de la Commission de l'administration publique. J'ai aussi une fonction interparlementaire entre l'Assemblée nationale québécoise et l'Assemblée nationale en France. Donc ça fait que les journées sont bien occupées, et c'est plaisant. Le principal dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, et il se trouve qu'à la fois la Commission de l'administration publique et puis le dossier du tourisme sont deux dossiers qui m'animent vraiment, dans lesquels plutôt je prends beaucoup de plaisir. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai relevé ce nouveau défi que me confie François Legault. Mais c'est sûr, il va falloir travailler. Mais écoutez, le travail n'a jamais tué personne. Bien, M. Caron, ça fait pas mal le tour là, pour ce sujet-là. Je sais que le temps file. J'avais une dernière petite question pour vous là, sur un autre sujet, M. Caron. On profite de votre présence pour parler d'une annonce qui a été faite cette semaine. On parle de 1,2 million de dollars investis dans Portneuf pour augmenter l'offre de services de transport collectif urbain. Qu'est-ce que c'est exactement, là, rapidement? En fait, il y a un montant annuel qui est récurrent, qui revient, qui est attribué à la MRC, qui elle-même fait affaire avec la Corporation de transport régional de Portneuf. Il se trouve que chaque année, je trouve que la Corporation fait déjà des petits miracles avec les montants qui sont octroyés par le ministère pour essayer de desservir au mieux notre secteur géographique, mais principalement la population. Donc là, en fait, c'est l'annonce des moyens qui sont octroyés à la MRC, mais c'est aussi une petite bonification. Je ne sais pas si j'ai les chiffres sous les yeux, mais il y a une bonification qui est accordée aussi à la MRC dans ce cadre-ci. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment le gestionnaire de ce projet-là, c'est la MRC et la Corporation de transport. Donc peut-être que ce serait intéressant, et puis Maryse Perron, qui en est la directrice générale et pas avare habituellement de partager sa passion, la passion qu'elle a pour le transport, peut-être que ce serait mieux de les inviter pour en comprendre un petit peu mieux comment ils vont utiliser cet argent-là. C'est sûr que la structure actuelle existe, le parcours est identifié, mais je sais qu'ils sont toujours en recherche de moyens financiers supplémentaires pour bonifier l'offre. Donc, nous, on va continuer de les supporter. Et puis, eux essayent de nous talonner. Ils ont bien raison de le faire pour obtenir un petit peu plus, justement pour tisser une meilleure toile dans la région de Portneuf.
On parlera avec Mme Perron dans les prochaines semaines. Monsieur Caron, je sais que le temps file, alors je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ben, je vous remercie. Je retourne d'ici quelques minutes au Salon Bleu. Merci beaucoup, Monsieur Caron. Bonne journée, au revoir. Le Metal Perro de Donnacona a vaincu les Loups de la Tuque en 4 matchs dans le cadre du premier tour des séries éliminatoires dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec. Voici notre entrevue réalisée avec le directeur général de l'équipe, Luc Thibault. Bonjour, M. Thibault. Bonjour. M. Thibault, j'imagine que du côté de la direction de l'équipe, on est pas mal satisfait là, des succès de l'équipe dans les 2 dernières fins de semaine. Oui, c'est sûr que bon, le premier mandat, c'était de gagner. Gagner en 4, ben, c'est sûr que ça nous donne une fin de semaine de congé en fin de semaine, ce qu'on est, on est relativement content. Ça a été une bonne série, puis on se prépare pour la demi-finale. Et là, parlez-nous un peu des matchs. Le premier match, c'était vendredi, le 3 mars dernier, une victoire de 4-1. Ça s'était bien passé, là, le premier match pour le Metal Perro. Oui, le premier match a été un bon match à domicile comme première rencontre. Je pense qu'on avait livré la marchandise, on était content du résultat. Par la suite, ben, ça a été plus les 3 autres matchs ont été plus serrés que le premier. Je pense que là-dessus se sont ajustés un peu. Les gardiens ont été solides des 2 côtés. C'est ce qui a fait que les scores n'ont pas été très élevés dans les matchs suivants. Oui, justement, quand on regarde là, le 4 mars, ça c'était du côté de la Tuque, vous avez remporté en prolongation là, 4-3, donc les matchs étaient serrés. Oui, c'est ça. Ce match-là, on menait 2-0 en 3e période, puis on a eu un petit passage à vide qui a duré 4 à 5 minutes, où ils ont marqué 3 fois. On a retiré le gardien en fin de match, on a scoré, il restait 47,7 secondes. Puis en prolongation, ben, on a soutenu la victoire. Vendredi, le 10 mars, c'était 5-3 là, pour le Metal Perro. Oui, c'est ça. Vendredi, le 10 mars, ça a été un match, je vous dirais, pour nos spectateurs. On a tiré de l'arrière presque tout le match. Puis avec une dizaine de minutes à faire en 3e, on peut dire qu'on a ouvert la machine. Puis on a réussi à remporter le match. On a pris devant 4-3. Il restait 1 minute 11. C'est la première fois qu'on menait dans le match. Puis le dernier but était dans un filet désert. C'est sûr que c'est probablement le point tournant du match. Pas du match, mais de la série. De la série. Et là, finalement, à la Tuque, samedi le 11, victoire de 3-1. Et comme vous avez dit, vous accédez au carré d'as. C'est ça. Le dernier match, on a mené 2-0 pratiquement tout le match. Ils ont un avantage numérique avec environ 10 minutes à faire en 3e. Ils ont marqué. Ils ont retiré le goaler à la fin. Des gros arrêts de notre gardien, puis on a marqué dans un filet désert pour mettre fin à la série. Monsieur Thibault, là, en fin de semaine, vos joueurs sont en congé. Ça va faire du bien, là, ce congé-là. Oui, on a quelques joueurs qui étaient blessés. Puis en même temps, ben, ça donne un repos aux gars. C'est 2 matchs par fin de semaine, plus leur travail, plus les études, tout dépendant des joueurs. Fait que c'est des fins de semaine qui sont dures. Ça que ça arrive dans le bon temps, puis ça nous permet de se préparer, même si on ne connaît pas notre adversaire encore. Oui, je vois. Et de plus, il faut dire qu'il y a un concours pour vos partisans. Les partisans peuvent essayer de deviner contre qui vous allez jouer, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a 3 scénarios possibles. Présentement, selon les séries, bon, il y a 2 séries qui sont à 3-1. Si Louisville l'emporte, à ce moment-là, on va affronter soit Trois-Rivières ou Plessisville. Si Louisville perdait alors qu'ils mènent 3-1 en série, on affronterait Nicolet. Puis, c'est ça, là, ça dépend dans le fond du résultat de tout ce qui va se passer. L'autre possibilité, c'est d'affronter comme je vous disais, Trois-Rivières ou Plessisville. Donc, encore une fois, les gens peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux pour participer à ce concours-là. Avant les prochains matchs qui vont être la semaine prochaine, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire à vos partisans? Bien, on est rendu à une place dans la saison où on a besoin de support. Les joueurs sont là pour tout donner. C'est le plus beau temps de l'année. Oui, il commence à faire beau à l'extérieur, mais c'est le meilleur hockey qui se joue. Puis pour ceux qui n'ont jamais vu de hockey senior, je pense que ce serait le temps que les gens se déplacent à l'aréna. C'est plus
c'est plus le hockey senior de dans le temps. Il y a des très, très excellents joueurs de hockey. Puis, considérant l'enjeu, c'est des matchs qui vont être serrés, solides. Oui, ça joue physique, mais ça va être des excellentes soirées que les gens peuvent passer pour un coup d'entrée qui est quand même pas exonéreux. Luc Thibault, directeur général du Métal Perrault de Donnacona, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Maintenant, une nouvelle qui concerne directement votre télévision communautaire. L'équipe de l'émission du Bingo cherche à renforcer ses rangs, alors que plusieurs postes seront à combler pour la prochaine saison qui va débuter en septembre. Nous recherchons actuellement des animateurs, des membres de l'équipe technique, ainsi que des préposés à la distribution des cartes de bingo partout dans la région. Des formations vont être offertes pour chacun de ces postes qui sont d'ailleurs rémunérés. CJSR cherche des personnes motivées qui ont à cœur la télévision communautaire pour combler ces postes. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au 88 337 4925 selon les heures d'ouverture, soit du lundi au vendredi entre 9h et 17h. Pour la chronique gravée dans notre mémoire, Stéphane Lépine, cette semaine, va nous parler de plusieurs choses, mais notamment de la première transmission satellite au Canada entre deux télévisions. Voici la chronique. Alors, Stéphane, on parle des éphémérides qui ont touché la semaine du 16 mars. Exactement. Donc, il y en a deux qu'on va faire rapidement parce que je veux vraiment qu'on mette l'accent sur le troisième. Le 16 mars 2017, c'est quand même assez récent, c'est le lancement du réseau Résalliance. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est qu'on en a parlé la semaine dernière. Hein, les inondations, Saint-Raymond est un petit peu un précurseur depuis une vingtaine d'années. Et le réseau s'est un petit peu lancé à Saint-Raymond. Justement, ce qu'on veut faire, c'est échange de bons procédés entre les municipalités. Donc, quand on essaie quelque chose ici à Saint-Raymond, bien, c'est perpétué partout au Québec. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était quand même assez innovateur à l'époque, en 2017, là, de faire un échange d'informations avec tout le monde. Ensuite de ça, 18 mars 2006, premier colloque éco-citoyen. Alors, on commence à parler sérieusement d'éco-environnement. C'est vraiment spécial parce que il y avait une progression, mais je ne sais pas si tu t'en souviens, dans les premières chroniques qu'on a faites, on avait parlé du recyclage qui a commencé en 97-98. Alors, oui. 10 ans plus tard, là, c'était sérieux. On voulait vraiment faire des actions majeures pour l'environnement. Alors, vous allez peut-être voir quelques extraits. On l'a bien sûr en archive. Mais je voulais vous garder du temps pour... D'ailleurs, c'est pour ça que je vais rapidement. Le 17 au 24 mars 1977. Là, ça commence à être loin. J'étais pas là, inquiète pas. Moi non plus dans ce cas-là, Stéphane. Alors, c'est vraiment unique au Québec, même au Canada. C'était le premier échange satellite entre deux télévisions. Alors aujourd'hui, c'est rendu... Même on le fait avec le téléphone maintenant. Hein? Le satellite fonctionne avec le téléphone. Oui. Mais à l'époque, c'était pas automatique du tout. Donc, ce qu'on a fait, c'est un échange avec Buckingham, qui est une télévision communautaire qui n'est pas très loin dans le fond, c'est à Gatineau maintenant, mais c'est pas loin d'Ottawa. Et c'est le fun parce qu'il y a plusieurs années, je te dirais, il y a 10 ou 12 ans, on avait fait une retrouvaille avec les gens de Buckingham à l'époque. Alors, on avait été les visiter, on a fait un reportage aussi, c'était bien intéressant. Mais ce qu'on va voir dans notre extrait, c'est on a encore des images de Saint-Raymond-Buckingham 1977. Je ne sais pas comment on a fait pour tout conserver ça, parce que c'était pas évident, c'était des grosses cassettes de 3/4 de pouce. Hein? Fait que, puis souvent, ce qu'on faisait, ça coûtait tellement cher les cassettes qu'on recyclait, on enregistrait par-dessus. Fait que, mais par un miracle incroyable, on a réussi à garder ça. Merci aux gens qui étaient là à l'époque. Alors, ça nous a permis. On va vous présenter quelques images, justement, de Saint-Raymond-Buckingham. Ça va peut-être te montrer, justement, à la télévision communautaire, comment c'est pas mal plus facile aujourd'hui. Effectivement. S'occupe d'un projet pour handicapés. OK? Alors, est-ce que tu peux commencer avec un projet chez toi? Oui, je pense que le premier projet dont j'ai envie de faire parler, ça, Madeleine, c'est son SOS Accueil. À savoir un peu en quoi ça consiste et aussi qu'est-ce qu'elle vit là-dedans. Parce que moi, j'aime bien savoir qu'est-ce que les gens vivent dans les engagements qu'ils prennent. Je laisse la parole, Madeleine. Oui, merci. D'abord, notre service de dépannage a ceci de particulier qu'il est bénévole et à plein temps. C'est quelque chose
d'assez particulier parce qu'on peut rencontrer un service de dépannage à temps partiel, mais à plein temps, comme nous le donnons ici, je crois que c'est assez particulier. Et c'est connu sous le nom de SOS Accueil, parce que le SOS est un appel au secours, quoi, et l'accueil, la réponse que nous donnons à Saint-Jean. Alors, nous existons tels quels. Il se faisait avant beaucoup de bien sous cette forme-là, avec les autres mouvements, mais il existe comme tel depuis 6 ans. Bon, demain, 17 mars, on le sait, hein, ça va être une journée très intéressante parce que c'est la fête de la Saint-Patrick. Il y a plusieurs activités, des événements un peu partout, dont à Saint-Basile, au manoir Saint-Basile, on nous dit. C'est vendredi le 17 mars, donc demain. Vous pouvez appeler au 88 329 2204 poste 923 pour avoir plus d'informations là-dessus. C'est donc tout pour votre bulletin d'information communautaire Info CJSR. Merci à nos invités et à toute l'équipe, soit Tony, Luc, Charles, Aubert, Suzy, Carole et Jérôme. C'était Danick Julien. Passez une agréable soirée.